Bonjour Abdoulaye. Vous êtes au nombre des plénipotentiaires de Benno Bokk Yakaar, la coalition au pouvoir autour du président Macky Sall, et vous représentez cette coalition dans ce dialogue politique composante du dialogue national. En face, Tamba Danfakha. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Abdoulaye. Vous représentez l'opposition dans ce dialogue politique, au nombre des plénipotentiaires aussi. Et il y a un troisième pôle qui n'est pas là pour le principe de cette émission contradictoire de vis-à-vis, mais il y a ce qu'on appelle le pôle des non-alignés. Tamba Danfakha, Cheikh Sarr, on n'a pas encore circonscrit ce dialogue politique composant du dialogue national dans le temps. On a l'impression qu'on est en train juste de beaucoup discuter sans se fixer un cap dans le temps. Est-ce qu'il y a un moment où on se dira, on a fini maintenant, on met tout en place et on avance? Merci Abdoulaye. Je voudrais d'abord saluer les auditeurs de RFM, vous remercier de l'invitation que vous nous avez faite, donc de venir participer à cette émission, de saluer mon ami co-débatteur Tamba. Nous avons circonscrit quand même le dialogue dans un temps bien déterminé. Lorsque nous avons fini de stabiliser les objectifs spécifiques, d'abord, nous avons 3 thèmes. Un thème qui concerne le processus électoral, un deuxième qui consiste les libertés, la démocratie, les droits humains, un troisième thème qui concerne les organes de gestion des élections et les réformes institutionnelles. Nous avons décliné ces 3 thèmes en 13 objectifs spécifiques et nous travaillons à ce niveau. Et on a environ réservé pour chaque thème un nombre de séances, et nous sommes arrivés à la conclusion de 29 séances qui devraient être nécessaires pour pouvoir traiter toutes les questions et arriver, comme on le souhaite, à un maximum de consensus. Vous avancez à 2 séances par semaine. Est-ce que les compromis déjà enregistrés jusqu'ici sont quand même à la hauteur des enjeux? Est-ce que les questions liées au fichier électoral sont pour le moment mises en veilleuse? On discute d'autres choses parce que c'est plus facile de faire un compromis sur ça. Par exemple, le report des locales qui était presque évident pour tout le monde, pour ne pas dire qu'on n'était plus dans le temps matériel pour les organiser. Le compromis aussi autour de l'élection des maires au suffrage direct. Le premier consensus que nous avons eu a été d'abord d'accepter, de discuter de ce que nous avons appelé le fichier électoral. Mais de faire aussi l'évaluation du processus électoral. Parce qu'il faut rappeler que lorsque le président a fait son appel, a fait ses appels, nous avons démarré par écouter l'opposition qui avait des griefs. Et nous sommes arrivés à la conclusion d'un audit du fichier électoral, même si nous considérons que le fichier est bon, parce qu'il a été audité il y a de cela moins d'1 an. Et les auditeurs étrangers étaient arrivés à la conclusion que le fichier était bon à plus de 98%. Nous avons quand même accepté, dans le cadre de ce dialogue politique, avec l'opposition, les non-alignés, la société civile, en tout cas toutes les parties prenantes, d'auditer encore une fois le fichier électoral. Le deuxième élément, le deuxième accord auquel on a abouti, c'est l'évaluation du processus électoral. Et si on dit évaluation du processus électoral, il s'agit de parler de tout. Je veux dire de l'inscription jusqu'à la proclamation des résultats. À ce niveau aussi, un accord a été obtenu. Et aujourd'hui, sur la base des préoccupations, griefs, dysfonctionnements dans le processus électoral, nous avons élaboré un cahier de charges qui est destiné à être présenté à des cabinets d'audit, des cabinets nationaux ou internationaux qui doivent soumettre pour pouvoir effectuer l'évaluation du processus et l'audit du fichier. Donc déjà ça, c'est un accord fort parce que ça a constitué l'une des bases, pour ne pas dire l'essentiel de ce qui a figuré dans le livre blanc de l'opposition qui a contesté la manière dont les élections se sont déroulées. D'autres questions ont été réglées, vous l'avez dit en passant. Nous savions tous pertinemment qu'il n'était pas possible d'organiser les élections locales le 1er décembre. Mais tant que la classe politique ne s'était pas réunie pour l'acter, mais personne ne pouvait avoir les possibilités de pouvoir parler de report sans un consensus fort de la classe politique. En plus de ces questions, d'autres accords ont été eus. Vous l'avez dit en passant, c'est le mode d'élection du maire et du président du conseil départemental, mais c'est aussi la répartition des pourcentages au niveau des élections locales. Donc le dialogue était utile et je crois qu'il faut continuer et toutes les parties prenantes sont dans de véritables dispositions
approchons en comprenant que l'intérêt de ce que nous faisons, c'est l'intérêt du pays. Il faut que les acteurs se parlent pour aboutir à des consensus qui vont renforcer la démocratie. Tamba Danfakha représentait l'opposition, je l'avais rappelé tout à l'heure. Il a été un gros enjeu autour aussi de la participation de l'opposition, participer à ce dialogue ou pas. Finalement, vous y êtes. Mais est-ce que on a l'impression qu'on évite les questions difficiles que vous aviez posées, notamment sur les fichiers. Est-ce qu'on est déjà dans le dur dans ce processus? Je vous remercie, Abdoulaye. Je salue vos auditeurs et je salue également mon vis-à-vis, Chersar, avec qui je suis régulièrement au niveau du dialogue national. Je dois dire que les questions, comme tout à l'heure Cheikh l'a dit, ne sont pas laissées en suspens. C'est-à-dire que les questions difficiles, nous avions estimé que si nous les posions de façon brute à nos vis-à-vis, au pôle du pouvoir, probablement on ne va pas s'entendre parce qu'il n'y a pas d'éléments factuels. Donc il fallait faire un audit, une évaluation par des cabinets spécialisés qui nous mettront sur la table parce que l'évaluation et l'audit se fera sur place et sur pièce. Donc à la suite des résultats objectifs qui seront obtenus, nous pourrons à ce moment dire voilà ce qui n'a pas marché et il sera plus facile pour le pouvoir comme pour l'opposition de pouvoir s'entendre. Parce que jusque-là, chacun défend son camp. Il n'y a pas de question qui fâche dans le dialogue d'ailleurs. Nous attendons simplement que le président Famara Ibrahima Sagna soit installé parce que nous avons réussi quand même, nous de l'opposition, à sortir du giron du ministère de l'Intérieur. Ben jusque-là, et ça il faut le rappeler historiquement, au départ c'était simplement une concertation sur le processus électoral chapeauté par le ministre de l'Intérieur. C'est l'opposition qui a demandé, compte tenu de tout le passif qu'on a avec le ministre de l'Intérieur, qu'il sorte de ce processus-là. Nous ne voulions pas l'avoir comme étant notre interlocuteur. Oui, mais je pense qu'il est bien quand même de préciser que le ministre de l'Intérieur n'est pas totalement exclu quand même du processus. Il est totalement exclu. Il est totalement exclu. Je vais vous dire pourquoi. Cher Sarr, est-ce qu'on peut s'entendre sur ça? Non, je vais vous dire pourquoi. Ablaye, il est totalement exclu parce que on n'a plus rien à voir avec le ministère de l'Intérieur. Et lui aussi, d'ailleurs, il sait qu'il n'a plus rien à voir avec ce que nous faisons. Et il y a l'administration là-bas, mais l'administration doit être là-bas. On ne peut pas dire que la direction générale des élections, quel que soit ce qui va être nos ententes après, si nous décidons demain que les élections ne seront pas organisées par le ministère de l'Intérieur, mais la direction générale des élections, c'est un service de l'État. Donc si demain on décide que ça sera une commission autonome ou bien ce sera tel ministère qui va organiser, mais pas le ministère de l'Intérieur, la direction générale des élections va aller vers cette entité-là. Donc là, aujourd'hui, nous avons l'administration qui est dans les travaux et qui fait, au passage, je dois saluer leur professionnalisme. Ils font un travail magnifique, tant dans le secrétariat que dans la logistique. Mais aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur, tel que nous sommes beaucoup battus, le président avait même dit que du coup changer, il ne va pas le changer. Aujourd'hui, il est un spectateur dans ce que nous sommes en train de faire. Et c'est une très belle victoire de l'opposition. Cher Sarr, ce n'est pas qu'une question de sémantique, j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus. Est-ce que vous considérez que dans ce processus-là du dialogue politique, comme l'opposition le dit, comme Tamba Danfakha l'énonce, le ministère de l'Intérieur est totalement exclu? D'ailleurs, ce que Tamba est en train de dire, il a confirmé le rôle important que l'administration continue à jouer dans ce dialogue-là. Il rappelle que c'est les représentants de l'administration, de la direction générale des élections qui s'occupent du secrétariat. Mais chaque fois que nous abordons une question très technique, on écoute la position de l'administration qui donne son avis en fait surtout sur la faisabilité de la chose. Donc considéré comme tel, on ne peut pas dire que l'administration est absente. Il n'est pas possible d'organiser des élections dans ce pays-là sans que l'administration ne soit présente. Même si et je suis d'accord avec Tamba que le dialogue politique c'est la commission politique du dialogue national qui est sous la responsabilité du président Famara Ibrahima Sagna, qui est le président du comité de pilotage. On oublie toujours que dans le décret qui a nommé le président Famara Ibrahima Sagna, il est écrit, le dernier article dit simplement que pour la mise en œuvre des conclusions, c'est le ministère de l'Intérieur en fait qui s'en occupe. Donc, ce qui a changé en réalité, ce n'est plus le ministre de l'Intérieur qui dirige les travaux, mais le ministre de l'Intérieur ne peut pas être absent de tout ce qui est processus électoral, gestion des élections dans ce pays-là. Nous sommes d'accord, nous réunissions dans le cadre de la revue annuelle du code électoral, dans le cadre du cadre de concertation sur le processus électoral qui se tient chaque année. C'est le ministère de l'Intérieur qui organise tout.
Aujourd'hui, nous avons accepté qu'il y ait une commission cellulaire présidée par le général Niang et composée des professeurs Aliou Sall, des professeurs Kanté et de M. Majim Ndiaye qui dirigent les travaux. Mais l'administration continue à être là, fortement représentée, et qui prend la parole chaque fois qu'elle le désire, en nous donnant les éclairages qu'il faut. C'est ce que Tamba disait tous en disant qu'ils sont en train de faire en fait un bon travail. Et c'est eux qui s'occupent du secrétariat et de la logistique. Après chaque réunion, nous avons des comptes rendus, c'est eux qui impriment, c'est eux qui reçoivent. Je ne sais pas maintenant, peut-être ce que Tamba appelle en fait la victoire de l'opposition, c'est qu'on est sorti peut-être des locaux, et d'ailleurs on est même retourné dans ces locaux-là. Parce que nous sommes, c'est vrai, encore diarama pour les travaux du dialogue politique, mais lorsqu'on met en place un comité technique, c'est dans les locaux de la direction générale des élections que nous faisons les réunions. Vous n'avez pas dit remarquer qu'ils sont sortis, mais qu'ils sont revenus par la fenêtre. Ils sont toujours là. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est quand même l'opposition, pour l'essentiel, la plupart de ceux qui sont parmi nous ont déjà gouverné, ont déjà été aux affaires. Donc on ne peut pas aujourd'hui reprocher à l'opposition de rejeter l'administration. Nous savons faire la part des choses. Ce que nous avons toujours combattu dans ce pays, c'est qu'il y ait un ministre de l'Intérieur qui soit partisan et qui ne donne même pas la forme, se donne même pas le soin de mettre la forme. Et l'administration, elle est là pour tous les Sénégalais. Il ne faut pas que nous ayons le sentiment qu'il y a un ministre de la République et que c'est un ministre de la République qui sert une des partis, qui sert un parti politique. Ça, c'est pas tolérable. Lorsque le ministre de l'Intérieur parle, il agit. Moi, en tant qu'opposant, je dois me sentir protégé. D'avoir un ministre partisan qui organise des élections, c'était la plus grande erreur que nous avons commise, où on s'est battu comme on a pu, on n'a pas pu l'empêcher. Donc c'était pas simplement une question sémantique, c'était vraiment une question de principe. Il fallait que le ministre de l'Intérieur, que ne figure pas sur nos papiers l'entête du ministère de l'Intérieur. Il ne faut pas que nous ayons une administration qui soit partisane. Et nous avions eu le sentiment pendant très longtemps et toujours que le ministre de l'Intérieur, que je connais très bien, qui est un ami personnel, mais il est partisan. Donc on ne peut pas accepter que celui-là continue de décider quelle virgule, quel mot il faut placer, quel rythme donner à nos travaux. Nous avons réussi à faire que ce ne soit plus le chef d'orchestre. Vous avez vraiment l'assurance que les conclusions soient affranchies au timbre direct présidence de la République ou président du dialogue national? Oui, bien sûr. Là, on fait confiance d'abord à l'administration et surtout au général Niang. Et nous continuons à rester fermes sur ça. Cher Sarr, est-ce que ça a été une concession quand même de dire, bon, on va discuter, on va essayer d'affranchir directement les conclusions, en tout cas au président de la République via le président de la commission du dialogue national ou du dialogue politique? Avant de répondre à la question, je voudrais faire deux remarques. La première, c'est que c'est un mauvais procès que l'opposition est en train de faire à l'administration. Moi, j'ai l'honneur depuis quelques années déjà, depuis 3 ou 4 ans, d'avoir participé à toutes les discussions sur le processus électoral, sur la revue, etc. Et l'administration n'a jamais joué un rôle ne nous a jamais rien imposé. Les pôles ont toujours été libres de dire ce qu'ils pensent. Le rôle joué par l'administration actuelle, c'est le même rôle que l'administration a toujours joué. Donc ça, vraiment, c'est un mauvais procès qu'on est en train de leur faire et c'est de grands spécialistes qui n'appartiennent à aucune organisation. C'est des fonctionnaires, c'est des agents de l'État. Aujourd'hui, fonctionnaires sous Macky Sall, fonctionnaires sous Abdoulaye Wade ou Abdou Diouf ou Senghor et demain fonctionnaires sous un autre président. Donc moi, je crois qu'il faut qu'on leur reste ce rôle-là de techniciens qui nous permettent d'y voir clair parce que nous, politiques, nous avons nos objectifs, nous avons notre opinion sur la manière dont les choses doivent marcher, mais il faut toujours penser à la faisabilité et leur éclairage est toujours nécessaire. La deuxième remarque, je crois que mon ami Tamba est en train d'anticiper un débat. La question concernant l'organisation des élections par une autorité que l'opposition considère comme devant être indépendante est inscrite à l'ordre du jour du dialogue. Dans le 3e thème sur les réformes institutionnelles et de gestion des élections, cette question viendra. Mais chacun donnera sa position, on discutera, on dialoguera et les conclusions qui en sortiront seront les conclusions qui engageront tout le monde. Mais pour le moment, le ministère de l'Intérieur continue à jouer son rôle de bras technique, donc des concertations sur le processus électoral et ce rôle-là qu'il a toujours joué. Maintenant, lorsque nous arriverons à la discussion sur les organes qui doivent organiser les élections, mais l'opposition, la majorité, les non-alignés, la société civile, chacun donnera sa position et comme le président l'a dit,
tous les consensus qui vont sortir de ce dialogue-là seront mis en œuvre dans le cadre de la réglementation qu'il y a dans le pays. Je veux dire, ce sera inscrit dans le code électoral, dans le code général des collectivités territoriales, en tout cas dans les règles qui vont faire marcher les choses. Donc je veux simplement dire que c'est pas encore nécessaire d'anticiper sur le débat. Nous en discuterons et nous retiendrons des choses. Mais en tout cas, je reste persuadé que le rôle de l'administration, qui est un rôle technique, ne peut pas changer. L'administration n'est ni avec l'opposition ni avec le pouvoir. C'est des techniciens et il faut leur donner, je crois, la place qu'il faut. Et ils sont en train, les membres de l'administration, les représentants de l'administration, de jouer véritablement leur rôle. Parce qu'il ne faut pas oublier, au-delà des pôles politiques que constituent l'opposition, la majorité et les non-alignés, il y a la société civile qui donne son opinion. Mais il y a les autres organes. Il y a la Sénat, il y a le CNRA, et qui sont là à chaque moment du débat. Ces organismes peuvent intervenir pour éclairer, ou bien même pour donner leur position, parce que c'est toutes les parties prenantes du processus électoral qui sont présentes aujourd'hui au niveau du dialogue. Nous allons revenir sur les réformes institutionnelles et sur d'autres aspects du dialogue politique. Sur d'abord je voudrais ajouter, oui, Tamba, je voudrais rectifier quelque chose qui est important encore. Ici, dans ce studio, il n'y a pas quelqu'un qui défend l'administration et quelqu'un qui charge l'administration. Quand je parle toujours du ministre de l'Intérieur partisan. J'ai des amis dans l'administration centrale. Je sais le rôle important qu'il joue. Et nous, à l'opposition, nous le savons, parce que nous avons été aux affaires. Donc, il ne peut pas être question pour l'opposition de s'attaquer à l'administration ou de dénier à l'administration. Est-ce qu'on n'est pas en train d'anticiper justement cet aspect du dialogue? Non, je veux dire, il a tout à l'heure semblé, quand j'ai parlé, moi, du ministre de l'Intérieur partisan, Cheikh a semblé dire qu'il veut défendre l'administration, le rôle de l'administration. Or, ce rôle de l'administration, je le reconnais. L'opposition le reconnaît et ne remet absolument pas ça en cause. Et donc, c'est une précision importante qu'il faut faire. Vous pensez toujours que tant qu'il est ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, tant qu'il y aura au Sénégal, le jeu démocratique, tel que nos cultures... Écoutez, nous avons un problème culturel dans ce pays. Tant qu'on aura un ministre partisan, nous aurons toujours ce problème-là. Et il s'est passé qu'en 2000, parce que c'était plus compliqué en 2000 de faire l'alternance, nous avons eu l'alternance parce qu'on avait un général. Et en 2012, n'oublions pas qu'il y avait un ministre de l'Intérieur partisan, mais il n'était pas responsable des élections. Il y avait un ministre délégué ou ministre chargé des élections à côté. Donc chaque fois qu'il y a eu les deux seules petites alternances que nous avons eues en 60 ans d'indépendance, ont été rendues possibles à des moments où il y avait des ministres non partisans qui s'occupaient des élections. Mais quand même, si on a un peu de bon sens, on doit se dire que c'est quelque chose qui doit marcher. C'est une bonne pratique. Ça peut être objet à discussion dans ce dialogue. On sait, c'est la prérogative du président de la République quand même de choisir son ministre de l'Intérieur. Oui. Mais comment l'inscrire à l'ordre du jour du dialogue? J'ai rappelé tout de suite que l'OS numéro 9 va discuter de ça. Va nous permettre de discuter des autorités en charge de la gestion des élections. C'est heureux que Tamba donne déjà les arguments de l'opposition sur la question. Je me garderai de donner nos arguments en considérant que nous parlons d'un processus électoral global où un ministère de l'Intérieur a un rôle central. Maintenant, je ne sais pas ce qu'ils appellent ministre de l'Intérieur partisan. Est-ce qu'il y a quelqu'un au Sénégal qui n'a pas de camp? En tout cas, je ne sais pas en fait le contenu qu'ils mettent dans ce qu'ils appellent ministre de l'Intérieur partisan. Ils évoquent souvent ces déclarations. Oui, mais les déclarations, parce que nous avons tous... fera tout pour faire gagner son camp, entre autres déclarations. Nous avons tous des casquettes différentes. Aujourd'hui, on est là, on parle en tant que politique. Avec Tamba, on discute tout de suite d'activités professionnelles, parce que nous sommes tous des scientifiques, nous on parlait d'autres choses. Et pourquoi le ministre n'aurait pas le droit, au niveau de sa localité, de parler de politique? Est-ce que ceci l'empêche de jouer exactement son rôle institutionnel de ministre de l'Intérieur? Ça pose problème. Moi, je crois qu'il ne faudrait pas se mettre en censeur de dire qu'Ablaye Cissé est journaliste, il ne reste que journaliste. Ablaye Cissé peut sortir demain et simplement aller diriger, en fait, je ne sais pas moi. Bon, pour le moment, je ne suis que journaliste. Je veux dire, Ablaye Cissé est journaliste. Aujourd'hui, est en train d'enregistrer une émission. Demain, il peut participer à un récital de Coran. Est-ce qu'on peut lui dénier parce que c'est un journaliste? Non, ça pose problème. Moi, je crois il faut qu'on juge les personnes sur la base des faits qu'ils posent, sur la base de la casquette en fait utilisée. Le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, est un acteur politique
mais le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, est le ministre de l'Intérieur qui a sous sa responsabilité la direction des élections, où il y a des fonctionnaires qui n'appartiennent à aucun camp et qui font marcher les choses. Ce n'est pas le ministre qui fait marcher les choses, c'est lui, le ministre. Mais la direction générale des élections, nous les connaissons, c'est des commissaires de police, c'est de grands spécialistes qui ont été là lorsqu'il y avait le président Wade, qui sont là avec le président Macky Sall. Mais c'est pour ça qu'on les a acceptés. Et certains même continueront à être là lorsque le président Macky Sall en fait partira. Donnez-leur leur possibilité de servir le pays comme ils l'entendent, mais ne nous positionnons pas en censeur ou bien en anticipant le débat sur ce que nous allons dire au niveau de cette débat. En tout cas, nous avons déjà entendu des arguments, nous avons les nôtres, mais on les mettra sur la table. Mais l'objectif n'est pas de porter une contradiction. L'objectif, c'est d'arriver vers la vérité sur cette question précise et d'avoir un consensus qui va faire avancer la démocratie sénégalaise. Cher Sarr, je n'étais pas un bon exemple. Je suis journaliste, mais je ne participe pas encore à quelques séances de récitation du Coran. Je le dis pour rassurer mes grands-parents aussi qui sont des érudits, pas moi. Ouais. Mais j'essaye de... Voilà, je connais encore quelques versets. C'est bien, c'est pour ça, voilà. C'est deuxième casquette. On peut avoir deux casquettes. C'était pas un bon exemple. Ouais. Après, c'est un bon... Vous savez pourquoi? L'exemple, c'était quoi? Que la casquette de journaliste n'empêche pas d'avoir une autre casquette. Oui, mais bon, ministre de l'Intérieur militant actif aussi, bon, c'est un peu compliqué, mais bon, je vous le concède. On va essayer d'avancer sur les points de consensus. Est-ce qu'il y avait un enjeu, est-ce que c'est assez progressiste quand même, ce point de consensus sur l'élection du maire et des présidents de conseils départementaux au suffrage direct? Pourquoi ce débat a surgi pour mériter de figurer au nombre des consensus? Oui, vous savez, ce débat-là, l'objectif est simple, c'est qu'il faut respecter la volonté des populations. Nous avons vu, pour beaucoup d'élections locales qui sont passées au Sénégal, des personnalités qui se cachent dans les listes, et une fois la liste élue, qui sont candidats. Ils utilisent leurs moyens ou leurs contacts, en tout cas, je ne sais pas comment ils font, pour pouvoir être maire. Nous avons pensé qu'il faut tout de suite clarifier, permettre aux populations qui vont voter de savoir qu'ils votent pour élire un maire et que leur volonté sera respectée. C'est l'objectif principal. Maintenant, on peut décliner ça sous forme d'autres objectifs spécifiques, mais l'objectif général, c'est le respect de la volonté des populations en élisant le maire au suffrage universel direct. Parce que le maire, quand même, c'est ce que dit le Code général des collectivités territoriales, est l'organe exécutif. Ça veut dire, quels que soient les adjoints qu'il a, quel que soit le dispositif qu'il va mettre en place, il est lui responsable, organe exécutif. Celui-là, je crois qu'il faut l'identifier au départ, que moi, en allant voter, que je sache, je vais voter pour que telle personne soit maire, il a le profil, il a la volonté, il a en tout cas, il a un certain nombre d'éléments sur lesquels je me suis appuyé pour pouvoir voter pour lui. Donc ça clarifie en tout cas le jeu et qu'il y a beaucoup entre guillemets, de situations qu'on a traversées dans ce pays-là avec même parfois des dangers, des tensions qu'il faut éviter. Juste après la proclamation des résultats, la question du maire est réglée. Maintenant, on discutera des autres questions. Nous, au niveau de l'opposition, je crois que je suis d'accord avec Cheikh Sarr sur ce qu'il a dit. Il faut respecter la volonté des populations. Mais on avait une autre préoccupation, elle est d'ordre de l'efficacité de la gouvernance locale. Vous savez, lorsque quelqu'un va aux élections, il n'est pas sûr d'être élu maire. Et il commence véritablement à travailler sur des projets de gestion, de projets de développement locaux, une fois qu'il est élu maire. Alors que s'il savait que s'il était maire, il allait, s'il est candidat et qu'il est maire, il allait gouverner tout de suite. Et à partir de ce moment, il faut avoir déjà prendre ses contacts avec les gens, les partenaires, développer des projets, se préparer avant de venir aux élections. Du coup, quand il est élu, il sait exactement ce qu'il va faire. Donc c'est un gain de temps extrêmement important. Donc ça a été un peu un autre aspect qui a guidé les plénipotentiaires de l'opposition en disant nous voulons de la gouvernance locale efficace, responsabiliser des personnes intuitives personae et donnons-leur le temps avant de venir se présenter devant les populations de savoir exactement ce qu'ils vont faire. Alors qu'avec le schéma actuel, les gens, leur préoccupation c'est de dire est-ce que je vais être élu? Donc ils font pas de plan, ils font pas de plan de développement, ils ne pensent pas trouver les personnes ressources, ils savent pas où trouver
trouver les ressources financières, ils ne savent pas où trouver qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Parce qu'ils sont omnibulés par la question de l'élection. Finalement, tous les deux, vous substituez presque la classe politique qui discute et qui aboutit à ce conseil, vous substituez presque en fait au libre arbitre des populations qui peuvent choisir à qui ils confient. Oui, mais Abdoulaye, on doit nous reconnaître deux choses, deux atouts quand même en tant que politique. La première chose, c'est qu'on fait partie de cette population. Donc en tant que tel, nous sommes une partie de cette population. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas dans la société sénégalaise quelqu'un qui est aussi proche des populations. Personne dans ce pays ne peut dire « je fais un autre métier, je peux revendiquer d'être en proximité des populations ». Nous sommes avec elles quand c'est bon, quand c'est pas bon, au quotidien. Donc nous sommes bien placés et justement l'une de notre fonctions, c'est de pouvoir parler au nom de la population. Si nous ne sommes pas capables de parler au nom de la population, les populations, elles vont nous rejeter. Nous sommes jugés, nous restons en vie politiquement, pour autant que nous sommes capables de savoir ce qui est bon pour les populations. Le jour où nous ne serons pas capables de faire ça, quelle que soit la posture politique que nous avons, nous allons disparaître. Est-ce qu'on n'a pas fait qu'introduire un nouveau filtre qui va déplacer le problème? Cheikh Sarr parlait de tensions qu'il y a après l'élection, dans les listes où chacun sort du bois pour prétendre être maire, mais finalement c'est avant l'élection que cette bataille va avoir lieu et va constituer comme un filtre encore et qui va priver certainement les collectivités de personnes ressources qui auraient pu valablement aussi être dans une liste sans être maire et peut-être être opérationnel quand même, parce que c'est une élection de liste. Mais non, mais Ablaye, écoutez, c'était pas une question de compétence seulement. Et en fait, si je parle de compétence, il y a plusieurs types de compétences plutôt. Il y a une compétence technique, il y a une compétence humaine, il y a une compétence politique. Si vous êtes, comme mon ami Cheikh Sarr, vous êtes un brillant électronicien et tout ça, ça ne suffit pas. Il faudrait aussi également être capable de mobiliser les gens. Le rôle du politique, c'est un rôle à part, c'est un métier à part. Donc celui qui n'arrive pas à réussir à compétir pour se retrouver en tête de liste, mais c'est qu'il n'est pas bon. Bon, tout simplement. Vous avez compris, le maire, c'est pas vous, hein, vous êtes juste électronicien. Ouais. Ce n'est pas. Non, mais attendez, je ne dis pas. Non, je dis ça, mais je veux dire, il est brillant, mais il fait aussi de la politique. Oui, mais il ne ferait pas bon maire, quoi. Si, c'est un bon maire, puisque. J'ai été maire à Ablaye. Ablaye, je voudrais dire. Cheikh Sarr, quand même, et moi, nous avons un passé commun. On était de la gauche. Et je connais son passé en tant que combattant. Il a été de tous les combats. Rassurément, vous l'êtes toujours, quand même. Oui, non, mais je veux dire, c'est par rapport à l'histoire. Aujourd'hui, nous sommes en face à face, mais nous avons quand même des atomes crochés. Nous sommes tous deux de la gauche d'abord. En tout cas, ils se réclament toujours de la gauche, moi de même. Donc, c'est pas ça le problème. Le problème, il est conjoncturel, probablement. Et peut-être que demain, on va se retrouver. Cheikh va venir vers l'opposition. Que vous mettez quand même. Quittez-le pour aller à l'opposition. Oui, bien sûr. Dans les prochains jours, pourquoi pas. En tout cas, tout dépendra de la volonté des populations sénégalaises. Ouais. Mais nous pensons quand même faire un travail qui devrait encore nous maintenir au pouvoir. Parce que nous sommes au service des populations sénégalaises. Je veux simplement dire, Ablaye, la question, il ne peut pas y avoir d'élection sans difficulté. Mais le mérite d'élire le maire au suffrage universel direct permet de clarifier le choix même en fait des populations. Chaque fois qu'il y a élection locale, ce débat-là est posé. On va élire une liste, c'est bien, mais chacun dans la liste peut avoir la prétention d'être maire, c'est ça son droit. Alors que si on clarifie dès le début, on va sanctionner la liste ou bien on va voter cette liste-là sur la base de la tête de liste qui est là. On a l'espoir, parce que c'est un problème d'espoir aussi, on a l'espoir que si cette tête de liste passe, je l'ai rappelé tout de suite, il est dit dans le Code général des collectivités territoriales que le maire, c'est l'organe exécutif. Ça veut dire qu'il va déterminer globalement la politique qu'il va mettre en œuvre. Et moi, je partage cet argument de l'opposition qui dit qu'il a le temps, lorsque moi, je suis candidat tête de liste pour être maire, je devrais pouvoir proposer un programme, en tout cas un projet de société lors de la campagne. Il ne suffira plus maintenant de dire mais il faut élire notre liste, il faut dire que moi, si je suis maire, voilà ce que je vais faire, voilà comment je vais le faire, voilà quel résultat je vais obtenir. Ça permet de clarifier. Honnêtement, entre nous, à quelques exceptions près, les listes en général, la tête de liste, elle devient maire, quoi. Il y a eu des velléités par-ci, par-là, mais est-ce que ça valait le coup de légiférer pour des exceptions? C'est pas des exceptions, Ablaye. Ça, c'est une revendication. C'est une revendication. Nous, on est obligé. En fait, on est obligé. C'est pas qu'on est obligé, mais on réagit
aux sollicitations, pour ne pas dire aux desiderata de la population. Et partout, même s'il y a des cas marginaux, comme tu le dis, de personnes se cachant à l'intérieur de la lutte et après d'avoir des ambitions d'être maire, c'est une revendication qui est générale. Et on légifère pour prendre en charge cette revendication-là et la régler. Parce que le processus électoral est une dynamique. On l'a appelé processus. Ça veut dire qu'il faut à tout moment regarder les points faibles et trouver des solutions pour pouvoir faire partie de ces points faibles-là et évidemment l'expérimenter. Il est clair qu'après avoir expérimenté ceci, il s'agira d'évaluer et de voir est-ce que ça a réglé tous les problèmes qui se posaient par rapport au choix de la personne qu'il faut pour diriger la collectivité locale. Nous sommes ensemble pour cette émission Remue Ménage. Nous refaisons, c'est le cas de le dire, le dialogue politique. Nous recevons Cheikh Sarr, plénipotentiaire de la coalition Benno Bokk Yakaar au pouvoir, et Tamba Danfakha, représentant aussi de l'opposition à ce dialogue politique, composante du dialogue national. Messieurs, on va aborder quand même le point sur le fichier électoral. Au bout du bout, est-ce que, je pose la question d'abord à Cheikh Sarr, Tamba répondra, est-ce que finalement accepter l'audit du fichier est un principe que vous concédez à l'opposition pour avoir maintes et maintes fois dit que le fichier qui nous a mené au scrutin présidentiel du 24 février n'était pas bon et qu'il était biaisé, cette élection était biaisée d'avance? Est-ce que l'accepter, c'est finalement ne pas accepter pour l'opposition qui avait anguille sous roche dans ce fichier? Vous savez, nous participons à ce dialogue-là qui a été convoqué par le président Macky Sall. Le président Macky Sall a fait beaucoup d'appels au dialogue parce qu'il a la conviction que c'est en discutant qu'on arrivera à des solutions qui serviront au pays. Le président a appelé à un dialogue sur beaucoup d'aspects, parce que c'est le dialogue politique qui a démarré, mais il y a les autres commissions qui vont fonctionner, la commission économique, la commission qui s'occupera de ressources humaines, celle qui s'occupera d'environnement et de cadre de vie, celle qui s'occupera de paix et sécurité, etc. Et lorsqu'on a appelé à ce dialogue-là, on a montré une ouverture. Nous sommes prêts à discuter de toutes les questions. Et la question du fichier, étant donné qu'elle a mobilisé l'opposition, elle a mobilisé des Sénégalais, nous pensons qu'il faut en discuter, même si nous avons la conviction que le fichier est bon. J'ai dit il y a de cela moins d'1 an, je veux dire 4 mois, ou en tout cas 1 an avant l'élection présidentielle, ce fichier a été audité par un cabinet international qui est arrivé à la conclusion qu'il était bon à plus de 98%. Plus encore, il a été mis en place un comité de suivi des recommandations de cet audit-là du fichier qui a travaillé pendant 7-8 mois sur les 36 recommandations qui a peut-être satisfait ces 17 ou 18. Si on devrait traduire ça en pourcentage, on peut considérer que le fichier utilisé à l'élection présidentielle est un fichier qui est bon à 99%. Mais lorsqu'on appelle à un dialogue, on est prêt à mettre toute la transparence qu'il faut, à faire les concessions qu'il faut pour que tout le monde soit rassuré. Parce que l'intérêt de ce dialogue-là, entre autres, c'est qu'on puisse aller à des élections le dimanche et que la nuit, que les adversaires puissent se féliciter, que celui qui a perdu félicite celui qui a gagné et que le lundi matin, tout le monde aille au travail après avoir organisé l'élection la veille. C'est ça l'objectif. Et le président Macky Sall l'a clairement dit. Aucune question ne gêne. Auditer encore le fichier, même si nous savons qu'il est bon. Auditer même, évaluer même le processus électoral, même si nous savons qu'il n'y a pas grand-chose à y dire. Il y a quand même des améliorations à apporter sur certaines questions, comme sur le parrainage. Ça, c'est mon opinion, qu'il y a des choses à faire pour améliorer le parrainage. Il est bon, le parrainage, mais il faut l'améliorer dans sa mise en œuvre. Donc, c'est un peu montrer l'ouverture de la majorité présidentielle et surtout de son président à discuter de toutes les questions pour rassurer, pour montrer en fait que nous avons un système électoral bon, où les populations ont les possibilités d'exprimer leur intention et que les acteurs politiques devraient respecter tout ce qui sortira en termes de résultats. Ça permet d'augmenter la stabilité du pays et ça permet de mettre au travail tout le pays, parce que tant que nous sommes d'accord sur les règles de jeu, s'il y a des résultats, nous serons d'accord et ce pays-là ne sera pas retardé par des manifestations ou des contestations qui ne serviront à rien du tout. Tamba Danfakha, qu'est-ce qu'on a envie d'aller chercher dans ce fichier? D'abord, nous n'avons que des hypothèses. Nous avons des éléments factuels, nous n'avons que des hypothèses. Il faut aller vérifier ces hypothèses.
ce n'est pas à charge. J'avais cru comprendre que vous aviez des certitudes qu'il n'était pas bon. Non, mais attendez. Tel que édicté au lendemain de la présidentielle. Oui, mais je vais vous dire une chose. Nous sommes en train de parler avec le camp du pouvoir. Ils ne sont pas d'accord avec nous. Tout ce que nous disons, ils le refutent. La preuve, Cheikh Sarr refute déjà en disant c'est très bon, c'est bon à 98%, 99%. C'est pas moi, c'est les auditeurs indépendants. Oui, d'accord, mais je veux dire qu'à partir du moment où il y a ça, la démarche qui a été une démarche acceptée et consensuelle du dialogue, c'est dire, prenons des experts, soumettons-leur les hypothèses, et ils nous diront, s'ils disent que ce que nous avions dit n'était pas avéré, ou que ce qu'eux ils disent n'est pas avéré, à partir de ce moment, on va juger sur pièce. Mais pour le moment, c'est déjà une très bonne chose que ce principe soit acté par le dialogue, que ce soit un consensus entre les parties pour évaluer ce qui va être fait. À la suite, après de ces résultats-là, on pourra voir, est-ce que nos hypothèses de départ c'est confirmé? Alors dans ce cas-là, les changements que nous demandons s'imposent, ou bien elles ne sont pas confirmés. Ça veut dire que les changements que nous voulons demander ne seront pas pertinentes du tout. Donc de ce point de vue-là, ce sur quoi nous on s'arrête aujourd'hui, c'est le principe que nous avons réussi à avoir un consensus fort sur l'évaluation et l'audit du fichier et du processus électoral par des experts indépendants et des cabinets indépendants qui vont être sélectionnés, et je pense que dans des termes sur lesquels nous sommes entendus. Donc de ce point de vue-là, on va attendre. Aujourd'hui, on ne peut pas véritablement dire, parce que chacun va répéter sa position. Nous avons fait un livre blanc, on a la plupart des composants du Front de Résistance Nationale ont fait des déclarations, ont produit des publications pour dire en quoi le scrutin ne s'est pas bien passé. Donc toutes ces choses-là, nous les avons versées dans les griefs, et ça va être vérifié. Bon, à ce moment-là, on pourra savoir est-ce que c'était nécessaire de faire cet audit ou pas. Monsieur, vous savez, Abdoulaye, excusez-moi, en fait, ce qui se passe, c'est que dans tout le processus qui a précédé l'élection présidentielle, l'opposition avait choisi de boycotter. Et aujourd'hui, nous, on leur donne les possibilités de se rattraper, parce que l'audit du fichier dont nous parlons a été effectivement fait par un cabinet international. Et c'est l'Union européenne qui a même travaillé à choisir le cabinet. Lorsque il y a eu les conclusions, le cabinet a recommandé qu'on mette en place un comité de suivi des recommandations. Et les différents pôles ont envoyé les représentants. Il y avait l'opposition, il y avait les non-alignés, le pouvoir, il y avait la société civile. Malheureusement, une partie de l'opposition n'était pas venue à ces travaux. Et aujourd'hui, on leur donne les possibilités de se rattraper parce que, comme je l'ai dit tantôt, nous n'avons rien à cacher là-dedans. Et l'objectif, c'est d'avoir un fichier qui rassure tout le monde. Et ça, l'occasion est donnée à cette opposition qui est présente. Et c'est ce qui me permet, j'ai relancé simplement pour lancer un appel à cette partie de l'opposition qui est encore restée dehors, et qui a les possibilités de venir dire ce qu'ils pensent de la manière dont les choses passent. Je parle essentiellement du Parti démocratique sénégalais, parce que c'est quand même aujourd'hui la seule organisation qui n'est pas présente au niveau, la seule organisation en tout cas identifiée qui n'est pas présente. Parce que certains même sont dans la rue, mais sont dans le dialogue. Vous prenez sur vous la responsabilité de ne pas reconnaître Omar Sarr comme représentant le PDS? Non, Omar Sarr n'est pas présent au niveau du dialogue politique. Du dialogue national? Non, le dialogue national, on l'a pas. Il a participé au lancement du dialogue national, mais pour le dialogue politique, il y a toutes les parties prenantes, toutes les organisations en dehors du PDS. Je veux dire, même il y a une partie de l'opposition qui est dans la rue, entre guillemets, mais qui siège au dialogue. Oui, je veux parler de nos amis de PASTEF qui sont là avec nous et qui échangent, qui disent ce qu'ils pensent. Et parce que nous pensons qu'il n'y a pas de meilleur cadre que ce cadre du dialogue politique pour dire ce qu'on pense, en sachant que nous cherchons à avoir les consensus pour aller de l'avant. Oui, mais cher, il faut préciser quand même qu'il n'y a pas une opposition au dialogue, une opposition dans la rue. Toute l'opposition est dans la rue. Moi, toutes les manifestations qui se font, j'y vais. Donc là, il ne faut pas faire dichotomie entre une opposition qui va au dialogue et une opposition qui va dans la rue. L'opposition va dans la rue parce que les problèmes que nous posons n'ont pas encore trouvé de solution. Il n'y a que moins de 20 délégués. L'opposition n'a que 20 délégués au niveau de la table du dialogue.
Ce n'est pas ces 20 personnes-là qui vont empêcher l'opposition de se déployer sur le terrain. Donc, c'est que ça, je tiens à le dire. Toutes les manifestations qui se font dans la rue, l'opposition qui est au dialogue fait partie de ces manifestations. Peut-être que pour des raisons de sémantique, les autres ne nous associent pas, mais nous y répondons. D'abord à travers nos dirigeants, mais aussi à travers nos militants. Nous sommes solidaires de ces combats-là et c'est important. Les deux remarques que je vais faire par rapport à ce que Cheikh disait tout à l'heure sur le boycott de l'opposition. Mais nous avons boycotté parce que nous ne voulions pas le format dans lequel on nous avait enfermés. Il y avait deux questions, je ne vais pas parler de tout, mais il y a deux questions fondamentales. On avait demandé au président de la République de s'engager publiquement que les conclusions qui sortiraient des discussions avec l'opposition, il les appliquerait sans changer une virgule. Il ne l'a jamais fait, mais c'est au cours de ces derniers, l'ouverture de ce dialogue qu'il l'a fait. Deuxièmement, nous avons dit, nous ne voulons pas d'être chapeautés par le ministre de l'Intérieur. Il n'a jamais voulu le faire. Maintenant, il le fait. Attendez, j'aimerais qu'on s'arrête sur un point. Attendez, je termine un peu par rapport à ça. Ça, c'est extrêmement important. Donc, voilà pourquoi nous n'y étions pas et voilà pourquoi nous y sommes aujourd'hui. Le président de la République a évolué sur ses positions. Ça, c'est un aspect important. Ce n'est pas l'opposition qui avait boycotté et maintenant qui vient sans raison. Nous sommes venus parce que nos revendications étaient prises en compte. Deuxième remarque. Mais si c'est que les gens avaient fait sans l'opposition était si efficace de ça, pourquoi nous sommes dans un nouveau dialogue? Si nous sommes dans un nouveau dialogue aujourd'hui, c'est que ce qui a été fait avant n'était pas bon. Ça n'a pas réglé les problèmes. Ça n'a pas réglé les insatisfactions que se posait l'opposition. Parce que si ce que vous aviez fait avant, pendant que l'opposition était absente, c'était bon, l'opposition était présente. Non, mais vous avez dit nous avions boycotté. Une partie de l'opposition. Cher, je parle pour cette partie qui a boycotté parce que j'en fais partie. Donc, si ce que vous aviez fait était bon, mais pourquoi dialoguons-nous encore aujourd'hui? C'est que ce n'était pas bon. Je vais répondre. Donc, aujourd'hui, nous continuons sur notre dynamique. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que l'opposition n'est pas en train de passer ne change pas. Nous n'avons pas changé de position. Nous avons des positions de principe. Aujourd'hui, le président de la République a accepté ces positions de principe. Nous allons au dialogue. Si demain le président de la République change, revient sur sa parole, mais nous allons aussi retourner dans la rue avec les autres. Abdoulaye, ce que Tamba ne sait pas, chaque fois qu'il y a une revue du code électoral, ou chaque fois qu'il y a un cadre de concertation sur le processus électoral, les accords qui sont sortis de ces concertations ont été appliqués à la lettre par les institutions de la République. Donc, il n'y a pas de nouveauté. Pas de résultat. Attendez. Je ne sais pas ce que vous appelez qu'il n'y a pas de résultat. Il y a un fichier qui est bon, qui a permis d'aller à des élections gagnées avec 58% par le président Macky Sall, parce que même s'ils disent qu'ils ne sont pas d'accord, qu'ils ne félicitent pas le président, pourquoi ils n'ont pas fait de recours? Les institutions de ce pays-là, il y a un dispositif qui leur permettrait de faire un recours. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'avaient pas de preuves. Ils ont écrit, ils ont le droit d'écrire sur ce qu'ils appellent un livre blanc. C'est leur livre blanc. Mais il y avait des institutions qui étaient là et pouvaient faire des recours pour dire qu'ils ne sont pas d'accord en donnant des preuves. Ce que nous avons fait a été effectivement bon. Il a permis d'avoir un bon fichier qui nous a permis d'aller à des élections où il y a eu un résultat que personne ne peut contester. Parce que la contestation ne se limite pas à dire que je ne suis pas d'accord, je ne félicite pas. La contestation devrait se décliner en termes de preuves qu'on donnerait. Ils n'ont pas donné ces preuves-là. Nous sommes en démocratie où il y a un pouvoir, c'est vrai, une majorité et un pouvoir. Mais le dialogue doit être permanent dans une démocratie. Ce pays-là, Macky Sall est majoritaire. Macky Sall a été élu par plus de 58% des Sénégalais. Mais ce pays-là doit prendre en compte aussi ceux qui ont une autre opinion. Et ceci ne peut se faire que dans le cadre d'un dialogue. Ce dialogue-là auquel le président a appelé, l'appel est permanent. Le président Macky Sall a l'habitude d'appeler au dialogue en permanence parce que même s'il y a une opposition au pouvoir, il faut que des cadres soient aménagés pour discuter de ce pays-là, de ce que nous avons en commun. Voilà l'objectif. Et on l'a clairement dit. D'ailleurs, le président l'a tellement compris qu'on a institutionnalisé le 28 mai comme étant la journée du dialogue. Ça veut dire que vous êtes au pouvoir, d'autres sont au niveau de l'opposition, mais discutons de ce que nous partageons. Parce que l'objectif de cette discussion, c'est que rien n'est parfait. Chaque fois qu'il y aura une idée qui permettra de faire avancer les choses, cette idée, il faut la matérialiser dans le règlement en fait, qui fait fonctionner ce pays. Cher, vous affirmez ici, comme Tamba, que les conclusions de ce dialogue politique seront appliquées par le président de la République. Il s'y engage ou alors il se réserve la prérogative de décider de les appliquer ou pas. Il a dit, devant tous les Sénégalais, on peut vous sortir les sons. C'est écrit. Le président a dit
devant. Moi, j'étais dans la salle. Ça vous satisfait? Mais oui, c'est pour ça que nous sommes. C'est pour ça que nous sommes. Ce qu'il a dit. Tous les points de consensus. Voilà. Non, ça c'est clair. Tous les points de consensus vont être mis en œuvre. Bien sûr. Les points de consensus, nous sommes en train de les noter. Oui. Et c'est ça qui va être mis en place. Oui. Maintenant, s'il y a une divergence, ça a toujours été comme ça d'ailleurs. Ça c'est pas le problème. C'est pas une nouveauté en réalité. Le président l'a dit. Il va le faire, mais ce n'est pas une nouveauté dans le cadre du dialogue. Par contre, s'il y a des questions sur lesquelles il y a des divergences ou bien il y a des désaccords, on se remettra à son arbitrage parce que c'est le président de la République. J'ai envie de vous entendre, ce n'était pas l'objet du dialogue national. Le statut de l'opposition édicté depuis la réforme constitutionnelle de 2016, quand même, qu'on n'a toujours pas mis en place. Qu'est-ce qu'on attend, cher Sarr, dans la majorité? Vous n'êtes pas concerné, bien sûr. C'est le statut du chef de l'opposition. Vous êtes de la majorité. Qu'est-ce qu'on attend? Parce qu'on a mis en place d'autres points quand même de cette réforme constitutionnelle et qui ont été mis en place difficilement, le parrainage, d'autres points. Qu'est-ce qu'on attend sur ce point précis? Vous savez, l'avancée, c'est en 2016, vous l'avez dit. En 2003, en 2001 déjà, le président Abdoulaye Wade, après les élections législatives, avait tenté de régler cette question du statut de l'opposition de son chef. Il y a eu des blocages. Le projet n'a pas prospéré. Était en veille, tout à fait. En 2016, le mérite du président Macky Sall, c'est de l'avoir inscrit sur les points qui étaient mis en fait à l'appréciation des populations dans le cadre du référendum. Maintenant, à partir de ce moment, on a fini, c'était en 2016. En 2017, on est allé aux élections législatives. Déjà, dans les concertations de 2018, cette question était inscrite. La classe politique a discuté et n'a pas trouvé. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est d'aller vers un accord pour codifier d'abord. Codifier le statut. Au-delà des personnes, il faut codifier, il faut mettre un contenu. Vous le savez mieux que moi, la Constitution a défini l'orientation principale, mais la modalité qui permet de l'exécuter doit être définie. Le président ne veut pas s'enfermer dans son bureau avec ses collaborateurs et mettre un contenu. On veut que la classe politique donne son opinion sur la manière. Ce n'est plus sur la nécessité ou pas d'avoir un statut de l'opposition ou bien un chef de l'opposition, mais comment mettre ça en œuvre. Il faut codifier, mettre un certain nombre d'éléments, c'est sur ça. Nous avons travaillé sur ça lors du cadre de concertation sur le processus électoral de 2018. Aujourd'hui, cette question est à l'ordre du jour et nous discuterons pour pouvoir codifier. C'est après seulement qu'il s'agira d'identifier celui qui va être le chef de l'opposition, comment dirais-je, sur la base de critères que toute la classe politique va identifier. Je veux simplement dire, pour terminer sur cette question, le président Macky Sall est ouvert aux discussions. Voilà pourquoi cette question, il veut qu'on la règle en ayant l'opinion de toute la classe politique. Tamba Danfakha, cette question vous est adressée, c'est vous de l'opposition. C'est si difficile à trancher finalement. Vous y mettez quoi, vous, comme contenu? Non, mais il n'y a pas... Non, pour ce qui est du contenu, on n'en a pas encore discuté au niveau du dialogue. On a décidé de reporter cette question plus tard. Mais les arguments... C'est une question qui divise dans l'opposition? C'est une question difficile. C'est une question qui divise les différentes je ne dirais pas que c'est une question qui divise. C'est une question difficile. Donc une question difficile, on prend du temps pour la traiter. C'est une question difficile. Dites-nous en quoi? C'est quoi? Écoutez, vous savez, parce qu'il y aurait plusieurs prétendants à l'état actuel des choses. Non, il ne peut pas y avoir plusieurs prétendants pour la simple raison que voici. Les décisions que nous allons prendre au niveau du dialogue national vont s'appliquer à tous les hommes politiques sénégalais d'ici la fin des temps. Nous n'avons que de très peu d'espérance de vie en tant qu'être humain. Ce qui va se décidera sur 1000 ans. J'espère que nous aurons une civilisation qui va durer 1000 ans ou plus. Donc, c'est des décisions qui vont s'appliquer après. Donc, ça dépasse des personnes. Maintenant, c'est vrai qu'il y aura des choix à faire. Notamment, il faudra savoir, est-ce que ça sera le chef de l'opposition parlementaire ou le chef de celui qui est arrivé en deuxième position? C'est des débats qui n'ont pas été encore tranchés. Nous allons les trancher. Mais dit comme ça paraît simple. On ne comprend pas pourquoi c'est si difficile, en fait, cette question. C'est très difficile. Là, je voudrais simplement dire que sur cette question-là, nous allons, dans les prochains jours, en discuter au niveau du dialogue politique. Nous trouverons un consensus ou nous ne trouverons pas. Mais en tout cas, on va discuter de ça. Il n'y a aucun sujet que les gens fuient dans le débat. Nous les posons, nous les discutons. Maintenant, certaines questions sont beaucoup plus compliquées et il faut prendre du temps pour les faire. Parce que n'oublions pas une chose, le Front de résistance nationale
c'est plus de 50 organisations politiques et de la société civile. Donc ce n'est pas facile. Sur des questions, il y a des gens qui ne sont pas venus au dialogue. Ils l'ont dit, c'est comme le cas du PDS qui est dans le Front de Résistance nationale mais qui ne veut pas venir au dialogue, c'est son droit, mais ils sont avec nous. Donc nous ne sommes pas là-bas pour ceux qui sont pour le dialogue. Nous sommes là-bas pour toute l'opposition actuelle et pour l'opposition qui va venir. Donc cette vision-là, il faudra la comprendre. Quand nous avons reçu la mission des leaders pour venir au dialogue, on nous a dit, vous n'allez pas là-bas pour défendre ceux qui sont dans le dialogue. Vous allez là-bas pour défendre tous les opposants. Mais ça, c'est important. Vous me le faites permettez-moi 2 secondes. Très rapidement. Permettez-moi 2 secondes de répondre à une interrogation de mon ami Cheikh Sarr, qui dit pourquoi nous n'avions pas fait des réclamations auprès du Conseil constitutionnel ou de la Cour suprême, etc. Ça ne servait à rien. Parce que nous avons eu l'expérience. Il y a eu Khalifa qui a été condamné. La Cour de la CEDEAO a dit vous avez violé ces lois, ça n'a pas été fait. Nous avons en ce moment, que ce soit Abdoul Mbaye ou Mamadou Lamine Diallo ou Pastef ou Sonko, ils ont déposé des plaintes sans suite. L'OFNAC même a déposé des plaintes avec des éléments sans suite. En tout cas, donc, c'est grave. Non, c'est pas grave du tout, cher. C'est que j'ai dit. Non, c'est très important. Il avait dit tout à l'heure pourquoi on ne l'a pas fait. Mais Denis Djepi, on nous a dit. On ne peut pas aller dans des élections. On a vu ce qu'on a vu. On va aller perdre notre temps à des gens qui vont nous dire exactement ce que le prince veut. Donc ce n'était pas parce qu'on n'avait pas de preuves. On avait des preuves. On est au bout. On avait des preuves. On est au bout de cette émission. La question n'est pas là, cher. La question n'est pas là. La question, non, on n'a pas confiance en Ouadi. Le président de la République, on n'avait pas confiance en lui. Non, mais c'est pas le président qui juge là. C'est ce que je dis. Le recours, c'était pas adressé au président. Alors, c'est adressé à la justice. On ne va malheureusement pas refaire ce débat. Voilà, d'accord. Alors, très rapidement, est-ce que vous avez l'impression, au dialogue politique, d'avancer plus rapidement que ce cadre global du dialogue national? Oui, mais Ablaye, c'est tout à fait normal. Historiquement, la concertation autour du processus électoral, c'est le ministre de l'Intérieur qui l'a déclenché bien avant le démarrage du dialogue national. Donc c'est tout à fait normal que nous soyons plus en avance. Parce que nous avons existé même avant le dialogue national. Cheikh Sarr. Oui, mais le ministre de l'Intérieur était dans des contraintes de délai. Voilà. Lorsqu'on a fixé la date des élections locales au 1er décembre, il fallait déclencher le processus. C'est pour ça que le ministre de l'Intérieur a convoqué les partis politiques déjà le 9 pour parler de caution. Les délais lui imposaient de fixer une caution 150 jours avant les élections. Même bien avant. Ça veut dire que nous avons commencé, nous, le dialogue politique avant les autres commissions. C'est à cause de ces contraintes-là. Mais le comité de pilotage va être installé et les autres commissions vont commencer à travailler. Messieurs, vous avez déréglé le calendrier électoral, les locales reportées. Alors, est-ce que l'opposition, vous fixez un deadline pour ne pas aller au-delà pour ce report ou pas? Et même la majorité. Oui, mais pour le moment, je pense... Il y a un délai à ne pas... Oui, mais pour le moment, avant de parler de ce délai-là, je pense qu'on est en train de travailler. Donc, il faut d'abord connaître dans quelles conditions ces élections vont être organisées. Et c'est à partir de ce moment maintenant que les gens peuvent savoir. Nous sommes en train de travailler. Ça dit qu'en fait, aujourd'hui, on ne peut pas fixer un nouveau délai parce que les règles actuelles, la loi actuelle ne permet pas ça au président de la République. Donc, tant qu'on n'a pas terminé notre travail, on ne peut pas parler de cette question-là. Oui, mais il faut d'ailleurs aller même plus loin, Abdoulaye. Il faut aller vers la stabilisation du calendrier électoral dans ce pays. Les élections sont trop proches les unes des autres. Il faut arriver à, je crois, à un consensus qui permettra de déterminer une période précise de toutes les élections, surtout qu'avec l'harmonisation des mandats sur 5 ans, il doit être possible d'avoir un calendrier républicain fixé une bonne fois pour toutes. Et ça, ce sont ces discussions dans la classe politique qui permettront d'arriver à ces situations. Cheikh Sarr, plénipotentiaire de la coalition Benno Bokk Yakaar au pouvoir dans ce dialogue politique. Nous étions aussi avec Tamba Danfakha, plénipotentiaire de l'opposition, représentant de l'opposition dans ce dialogue politique aussi, composante du dialogue national. J'étais très heureux de vous recevoir, de refaire avec vous le dialogue politique. Oui. C'était